BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31 en ce jeudi soir. Et nous sommes là, fidèles au poste. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, 19h30, 21h chaque soir, c'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On plonge évidemment dans toute l'actu tech. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, une bien mauvaise nouvelle. Si vous devez vous offrir un nouvel iPad ou un nouveau Mac, Apple augmente considérablement ses tarifs à cause évidemment de la flambée de la mémoire. On va tout vous raconter dans quelques instants. On parlera aussi de cette canicule. Quel impact dans les data centers? Il y en a un peu partout dans le monde et notamment aussi chez nous en France. Est-ce qu'ils vont tenir avec cette chaleur? On évoquera ce sujet et puis on découvrira une start-up intéressante qui arrive à démasquer les IA vocales. Parfait justement pour savoir si on écoute une fake news ou pas. Elle s'appelle WeSpeak et nous recevrons son patron tout à l'heure. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons évoquer ensemble ce soir. Un grand merci d'être là et bienvenue. C'est parti pour Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. On débriefe l'actu tech ce soir sous la climatisation. Et autant vous dire que ça fait vraiment du bien. Yves Maître est avec nous. Salut Yves. Bonsoir. Tout va bien Yves? Très bien, fraîchement là, mais juste dessous la bouche. Tu te rends compte de l'affront quand même que tu fais à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je suis désolé. Mais oui, je fais à peu près. Yves Maître qui est opérating partner chez Jolt Capital et cofondateur de Xunos. Et auparavant, tu étais chez HTC, tu as travaillé chez Orange. Enfin, bref, la tech, tu connais. À tes côtés, c'est Julien Villeray qui est là. Salut Julien. Bonsoir François. Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF et qui a fait une bonne partie de sa carrière aussi dans les télécoms, il y a quelques années de cela. Et nous avons Didier Sens aussi ce soir. Salut Bonsoir. Didier. Didier qui est journaliste tech bien sûr. Écoutez, franchement, on va, je pense, passer un bon moment ce soir parce que les sujets sont pas mal. Et on va commencer par cette hausse de prix chez Apple. On en parlait tout à l'heure dans le sommaire. Peut-être l'avez-vous vu passer, mais c'est quand même assez effrayant. Ça va pas être de quelques euros ou de quelques dizaines d'euros qu'Apple va augmenter ses Mac, ses iPads. Tout y passe, même les Apple TV. C'est dingue. Évidemment, Apple nous avait averti, Julien, il y a quelques jours de cela. Oui. Tim Cook. Il nous avait dit attention, ça va douiller. Alors c'est quand même les rois de la com toujours, donc ils savent maîtriser les bonnes nouvelles. Donc ce que Apple a fait, c'est ce qu'ils font classiquement quand ils ont une mauvaise nouvelle. Une semaine avant, ils ont sorti le PDG, en l'occurrence c'est une interview au Wall Street Journal de mémoire, qui a dit là on n'y arrive plus, les gars, on ne sait plus comment faire pour absorber la hausse du coût des composants qui, comme on le sait, explose vraiment, et en particulier la RAM, mais pas que la RAM. Et donc il a dit on va être obligé de faire quelque chose, sans en dire plus. Et puis une semaine plus tard, il a fait quelque chose. Le communiqué de presse est parti. Ils ont augmenté les prix avec un ton que j'ai trouvé assez inhabituel pour Apple, parce que d'habitude ils ont quand même une certaine certitude, une certaine assurance dans ce qu'ils racontent. Et là, la communication de Tim Cook, c'est on a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu faire autrement. Et le communiqué se termine par on met vraiment les bouchées doubles pour essayer de trouver une solution à ce problème. Ce qui est vraiment pas du tout. En fait, de cet état de fait, qui leur ressemble pas trop. Qui n'est pas de leur responsabilité, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Tout à fait. Alors, on va peut-être rentrer dans les détails. Est-ce qu'on a les augmentations, quelques exemples d'augmentation, Didier? Oui, ça va. Parce que c'est quand même assez violent. Ça va de 100 à 700 euros, plus 100 euros pour le MacBook Neo qui était censé être l'entrée de gamme, c'est-à-dire le petit Mac portable que tout le monde pouvait s'acheter, et jusqu'à 700 euros pour le Mac Studio qui est le gros Mac professionnel. Mais entre ces deux-là, tout le reste de la gamme est impacté. À titre d'exemple, le MacBook Air augmente de 200 euros, le MacBook Pro augmente de 300 euros, et même les HomePod et l'Apple TV sont impactés, ainsi que les iPads, pour des prix toujours pareil, entre 100 et 300, 400 euros. Si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez cette flambée des prix qui est quand même assez impressionnante. On s'attendait évidemment à cette augmentation de tarifs, mais moi, sincèrement, je suis désagréablement surpris. Je ne pensais pas que ça allait être aussi important. Ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez sur ce graphique qu'il n'y a rien sur les iPhones, alors qu'eux aussi ont de la mémoire, et normalement ils devraient être impactés comme les autres produits Apple. Mais on est en fin de cycle. Pardon ? On est en fin de cycle sur les iPhones. Voilà, donc la question va être vite répondue, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que la nouvelle gamme arrive en septembre et l'augmentation de prix se fera de manière transparente dans les tarifs qui seront annoncés avec cette nouvelle génération. Ouais, donc la keynote d'Apple, ça va douiller, quoi. Yves ? Eh bien, il faudra acheter des téléphones d'occasion, il faudra aller chez e-commerce.
Voilà, par exemple, il n'y a pas que, mais il y a voilà. Il y a plein de gens qui vont faire ça et qui ont bien raison de le faire. Parce que ça devient inabordable. Mais ça va faire sans doute augmenter les tarifs aussi de ces téléphones reconditionnés. Parce que pour le moment, il va y avoir sans doute une surenchère et une demande qui va. Pour le moment, non, mais de manière très probable. Mais ça va toucher malheureusement l'ensemble du monde, donc les 8 milliards d'individus, sachant qu'il y a 4 ou 5 milliards parce que ce ne sera pas que Apple, ça va se répercuter sur tous les fabricants, évidemment, quand il y a une opportunité, tout le monde court derrière, et donc l'ensemble des prix des PC, Windows, des téléphones, Xiaomi et autres vont augmenter, peut-être un peu moins brutalement ou par étage, parce ils sont un peu plus, vont faire attention de ne pas casser le contact avec le client, mais ça va se faire. Et puis au bout du bout, ceux qui ne peuvent pas acheter des téléphones en Indonésie ou dans d'autres pays, je l'Indonésie. Je pense que pour Apple, c'est pas un gros problème. Je m'excuse de dire ça aussi brutalement, mais on le sait, Apple pratique des tarifs qui sont en général plus élevés que ceux de la concurrence. C'est même un peu leur raison d'être. Ils ont un côté un peu premium avec leurs produits et donc la clientèle est habituée à payer des produits Apple chers. Quand Apple avait lancé son premier, c'était l'iPhone 10, je crois, qui avait dépassé les 1 000 euros, tout le monde avait hurlé en disant quoi, un téléphone à 1 000 euros, mais jamais on pourra se le payer, etc. Regardez maintenant, l'iPhone 17, il est à combien? À 1 200, 1 300 euros. Oui, et puis si tu prends la version Pro, alors là, tu peux dépasser allègrement. Et je pense que c'est une partie du calcul stratégique d'Apple, c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle le pricing power en marketing, c'est-à-dire ils ont une capacité à fixer des prix qui dépassent largement celle de leurs concurrents, et donc en gros, parce que la marque Apple, parce que la qualité du produit aussi, il ne faut pas se mentir, les gens sont prêts à payer très cher, et ils se disent probablement que les autres marques, leurs concurrents, n'ont pas le même pricing power. Donc ils pourraient les étrangler, c'est-à-dire que Apple peut maintenir ses marges en augmentant ses prix, parce que c'est ça dont il s'agit, on ne va pas se mentir, ils n'étaient pas en train de s'appauvrir, ils ont des marges de l'ordre de 35 à 40% de marge brute. Donc, pour maintenir ces marges, ils ont été probablement pour maintenir en tout cas une grosse partie de leur marge, mais je pense que si leur réflexion stratégique, c'est de dire nous on peut se le permettre, en tout cas on teste, on teste le marché. Peut-être que les autres vont avoir beaucoup de mal à nous suivre parce qu'ils n'ont pas la puissance de marque et des produits qui sont aussi séduisants. Yves, tu as travaillé chez HTC, tu as été le patron d'HTC pendant quelques temps, et j'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe. Comment une grosse entreprise d'électronique achète de la RAM, finalement? Il y a un cours quotidien, est-ce que tu peux sécuriser ton stock sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années? Comment ça marche en fait? Alors, oui, il y a un cours quotidien. Dans la RAM, il y a un cours quotidien. Donc, et d'ailleurs, comme l'or, comme l'or, etc. Quoi. Donc il y a des gens qui spéculent là-dessus, ok. Mais généralement, quand on est une grosse entreprise comme Apple ou HTC ou Xiaomi ou Samsung, alors Samsung font eux-mêmes de la RAM, donc c'est un peu différent, mais ce sont des divisions séparées. On se couvre. D'accord, donc on va acheter à terme de la RAM, donc on achète, on se garantit des quantités pour un certain temps et on négocie les prix, les prix en fonction. C'est-à-dire que tu dis, ben voilà, je vais t'acheter, je sais pas combien de millions de barrettes de RAM par exemple, et comme j'en achète beaucoup, tu me garantis que le prix ne va pas bouger. On fixe le prix d'ores et déjà, et même si ça augmente, je serai pas impacté. Exactement. Je bloque le marché. J'achète toutes les capacités disponibles du marché, ce qu'Apple est connu pour faire sur certains types de composants. Généralement, la question de délai, c'est minimum 6 mois, 9 mois. Et plus 1 an, quand on est gros, on joue plus 1 an, voire au-delà. Une boîte comme Apple n'avait pas prévu ça? Enfin, je veux dire, je pense que personne n'avait prévu. Non. Tu vois, moi, au mois de novembre, dans le cadre des fonctions que j'ai à la GSMA pour ce qu'on appelle les téléphones. Pour Epic, l'Afrique pour l'Afrique, je travaille auprès de la GSMA pour essayer d'apporter des téléphones pas chers aux gens les plus pauvres en Afrique. Donc j'étais allé en Chine au mois de novembre et j'avais rencontré un des plus gros acheteurs et vendeurs de téléphones qui est China Mobile. Okay, et j'avais dit à China Mobile, écoutez, vous avez plein de téléphones parce qu'en Chine il y a des gens très riches mais il y a aussi plein de gens très pauvres. Il y a vraiment une différence que vous avez dans la campagne profonde en Chine. On est beaucoup plus près de ce qu'on peut voir dans des pays, je ne vais pas citer de nom de pays, mais certains pays d'Asie du Sud-Est que à Shanghai. Je veux dire vraiment. Donc et j'avais dit, est-ce que, puisque vous achetez tant de volume, est-ce que vous pouvez pas nous en donner à nous, enfin, nous en vendre pour que sans marge on puisse les revendre. Donc à l'époque, on avait des prix qui tournaient autour de 27-28 US$.
Okay, pour donc, un petit smartphone. Pour un petit smartphone Android. Enfin, 4G. Petit, oui, 4 pouces ou 4G. Oui. 4G, uniquement 4G, pas 5G. Et c'était les ordres de grandeur. Donc ça, c'est sans marge, c'est vraiment le prix plancher. Et puis déjà, on parlait de la crise de la mémoire, donc je leur en avais parlé, et ils m'avaient dit, c'est eux qui sont vraiment au centre. China Mobile, on ne peut pas être plus au centre, ils sont chinois, c'est les plus grands en Chine et c'est le gouvernement. Bon, donc vous avez à peu près compris. Il m'a dit, si, ça va augmenter, donc fais vite pour en acheter, parce que je pense que dans quelques semaines, mois, on va passer plutôt à 35, 37. Donc moi, j'étais rentré en France en disant, il faut peut-être faire quelque chose, mais enfin bon, il y a une urgence à 35, 37. Il m'avait dit, mais tu vois ça comment ? Et je m'étais complètement trompé. J'avais dit, oui, ça va peut-être monter un peu au-dessus, mais ça va redescendre. Au mois de septembre, 26, on va revenir à peu près au niveau. Et non, là, on est parti... Et aujourd'hui, on est à combien, par exemple, ce téléphone qui, en novembre dernier, coûtait $35 enfin, $27 on est à 50, 60 US dollars. Alors d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant parce qu'il y a des grandes compagnies, type Micron ou d'autres, qui produisent ce genre de chips, qui ont annoncé aujourd'hui, pour Micron en l'occurrence, qu'ils ont sécurisé toutes leurs ventes jusqu'en 2030. Tu te rends compte ? Ça veut dire qu'en fait, ils ont fixé un prix très élevé, puisque c'est le prix du marché d'aujourd'hui minimum, jusqu'en 2030. Donc en fait, cette idée qu'on a eu tous à un moment, que ça allait être un petit bump sur la route et qu'on allait revenir vers des prix raisonnables, probablement que d'ici à 2030, ça ne baissera pas. Et il paraît que c'est pas que l'IA qui pompe toute cette RAM, il y a aussi évidemment les besoins des géants de l'électronique. Un Apple, quand il commence à fabriquer ses iPhones par millions, par dizaines de millions, par centaines de millions, c'est énorme. Les premiers, excuse-moi. Ouais. Non, mais tu as raison, sauf que on oublie à chaque fois d'en parler, mais l'un des gros clients de la RAM, c'est l'industrie automobile. Ils en ont besoin pour leur voiture électrique, pour leur voiture connectée, etc. Et c'est un marché qui se développe de plus en plus. Alors, on n'est pas au niveau des data centers avec des quantités phénoménales, mais c'est un marché qui compte de plus en plus dans le prix des véhicules électriques va augmenter aussi. Oui, absolument. Mais tout à fait. On ne peut pas faire sans mémoire, ce n'est juste pas possible. Okay, et donc tous les prix de tous les objets électroniques vont augmenter. Regarde, tu parles le HomePad, il était à 109 € d'Apple, il passe à 139. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de RAM dans un HomePad, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Okay, il prend 30 USD, je crois, ou euros, je ne sais plus. Enfin bon, c'est quand même significatif. Ouais, bon, c'est... Non mais, ok, et qu'est-ce qui va se passer maintenant que la RAM augmente ? Le CPU et le GPU vont aussi augmenter, puisqu'il y a un peu de mémoire vive dedans. Oui, okay, et puis ils vont en profiter. Donc on est parti sur une augmentation des coûts d'électronique pour les 3-4 prochaines années. Je vois pas comment il va pouvoir y avoir de baisse. Donc si les gens veulent profiter des soldes aujourd'hui pour changer du matériel, qu'ils aillent vite, parce que dans 3-4 mois, ça va leur faire tout drôle. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il n'y a pas énormément de constructeurs de RAM. C'est ça aussi le problème. Ah bah non, c'est un marché très concentré, c'est un marché très capitalistique. Il nécessite une expertise de dingue. De dingue. Issue d'usines qui coûtent des dizaines de milliards. Et alors, on a oublié, mais on a connu la crise inverse il y a quelques années, c'est que tous ces fabricants-là étaient en surproduction. C'était bien avant l'IA, c'était bien avant tout ça. Et donc, eux ont pris des décisions qui font plutôt du sens, qui est de dire on arrête de construire des capacités. Parce qu'une capacité industrielle de production de RAM, ça ne prend pas une année à construire. C'est plusieurs années pour construire l'usine. C'est évidemment recruter des gens compétents, etc. Et donc, ils ont aussi organisé le marché pour se dire on va arrêter de se faire du mal nous-mêmes. Ils avaient dimensionné pour la demande du moment. Exactement. Et en disant ils n'ont pas vu arriver. Il va falloir être très prudent sur l'augmentation des capacités pour ne pas faire chuter les prix. Parce que eux, évidemment, ça leur coûte pas plus cher de la produire, la RAM. Et ça leur rapporte énormément d'argent. Vous avez vu Samsung qui a fait des primes absolument colossales pour ses salariés en Corée du Sud. C'est qu'ils ont évidemment gagné énormément d'argent. C'est pas que ça leur a coûté plus cher à produire. Actuellement, il y a plus que 3 constructeurs de RAM. Il y a plus que 3. Voilà. Il y a Samsung, Micron et ST. Non, les... SK, pardon, SK, pas ST, SK, excuse-moi. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'on en parlait dans Tech & Co, tous les collaborateurs de ces boîtes-là ont touché des bonus de 200, 300, 400 centaines de milliers de dollars. C'est dingue, en fait. Bon, ils ont été obligés de montrer les dents, un peu quand même, chez Samsung. Oui, mais c'est des montants qu'on n'avait jamais vus pour des salariés lambda, entre guillemets. Mais parce que la boîte des bonus de banquier, a explosé sa valorisation et ses bénéfices. Mais par contre, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on est tous responsables de ça. Aujourd'hui, chacun stocke des photos qu'il a pu à stocker sur son smartphone. Quand je prends mon smartphone et que je regarde, à chaque fois, je me dis, oh là là, il faut que je fasse le ménage dans mon smartphone, il faut que je fasse le ménage dans mon PC. Je le fais pas. Ça a un coût.
Aujourd'hui, et le business model va changer. Si vous prenez Google ou Yahoo ou d'autres, avant, on pouvait stocker tout ce qu'on voulait. Maintenant, c'est limité à 15 gigaoctets. Donc, je pense qu'un certain nombre de des spectateurs et auditeurs ont dû faire comme moi il y a quelques semaines, puisque je suis sur Yahoo. J'ai vidé ma boîte Yahoo et je me suis aperçu qu'en fait, sans le savoir, ma boîte d'envoi, elle était pleine depuis des années et que je l'avais jamais vidée parce que c'était ma boîte d'envoi et qu'elle représentait plusieurs gigabytes. Voilà, donc j'ai effacé tout ça et je suis retombé. Donc on a aussi des attitudes de consommateurs qui ne sont pas responsables par rapport à ça. Mais la conséquence de tout ça fait que les business models vont changer. Et on le voit bien. La boîte mail gratuite, est illimitée, c'est fini. Donc maintenant, elle est gratuite, mais limitée. Et si on veut passer au-dessus, parce qu'on a des emails, des vidéos, des choses à sauvegarder, on est obligé d'augmenter, enfin de payer. On voit d'ailleurs que Dropbox a annoncé, qui est un des gros du stockage, Dropbox vient d'annoncer qu'il allait ouvrir une grosse filiale en France, à Paris. Et de nouveau, parce qu'ils savent très bien que maintenant, ces choses qui étaient gratuites vont devenir payantes. Donc il faut s'attendre à ce que les business models du monde digital, où on a été habitué à énormément de gratuité et donc de gâchis, ça c'est en train de changer, c'est en train de tourner, et la période du gâchis, et ce qui est bien pour l'écologie, à mon avis, va commencer à tourner. Quand on demande, par exemple, la météo à ChatGPT, pourquoi on la demande pas à Google Search, ou quand on cherche l'horaire du train et qu'on demande à ChatGPT pourquoi on ne le demande pas à son application, ça coûte beaucoup moins cher de passer par une application Search que de passer par les. Mais toi tu le sais, mais les gens ne le savent pas. C'est pas qu'il y a de la mauvaise volonté, c'est que les gens ne le savent pas. J'ai pas dit qu'il y avait de la mauvaise volonté. Non, mais j'ai dit que il faut qu'il y ait une pédagogie qui se mette en place. Non, c'est la facilité. Moi, j'ai vu un petit jeune qui faisait ses opérations, ses divisions sur ChatGPT. Voilà, il y a un côté comme ça où il n'y a même plus de recul. L'outil est à portée de main. Et alors après, dans les boîtes, c'est là qu'on voit l'histoire de tokens qui réapparaissent parce que les gens l'utilisent pour un oui, pour un non. Et à la fin du mois, ça fait des montants absolument astronomiques dans les entreprises qui ont des abonnements qui deviennent d'ailleurs de plus en plus chers et avec de plus en plus de limites. Y compris en Chine, puisque Tencent a annoncé, je crois, ce matin, au Chinese Time, qu'ils mettaient une partie de leur intelligence artificielle gratuite, payante justement. Ouais. Et qu'un Chinois mette de l'AI payant alors qu'il y a une compétition énorme pour gagner des clients, ça veut dire que ça y est, on est arrivé à une limite et qu'il y a plein de choses qui étaient gratuites sur l'Internet qui vont plus l'être. Yves, encore une dernière question. Je te demande une réponse rapide parce qu'après on va passer à Jalapeno. Voilà, ça fait un peu sympathique. Ça fait penser au soleil. Et en ce moment, c'est vrai que le soleil, c'est pas la peine qu'on y pense véritablement puisqu'on le vit. J'aimerais que tu nous dises, là encore, ton expertise sur ce sujet. C'est cyclique en général, tous ces marchés là. Donc, au bout d'un moment, ça va redescendre. On est d'accord? Justement, le business model est en train de changer. Est-ce qu'on n'est pas trop un peu trop pessimiste? Non, parce que justement, l'accord qui a été annoncé par SK Hynix là montre que les prix sont bloqués jusqu'à 2030. Donc ce phénomène qui a toujours été, et tu as absolument raison de le mentionner, qui a été la règle, la loi, tac, elle est changée. Ils l'ont arrêté. Ils disent maintenant les prix sont fixes à la hausse et donc ils vont pas redescendre avant 2030. C'est ça c'est dingue parce que finalement tous ces produits high-tech ont permis la démocratisation du numérique auprès des plus, en tout cas des moins aisés. Ça risque de changer finalement. Absolument. Parce qu'un produit high-tech risque de devenir un produit de luxe. On a vécu pendant, vraiment en tout cas jusqu'à une dizaine d'années, j'ai vécu dans un monde où le prix de la technologie baissait en permanence. Et depuis maintenant probablement 4-5 ans, on est plutôt à l'inverse. Ouais. Allez, on enchaîne avec un sujet, vous allez voir, adjacent à tout cela, c'est OpenAI qui s'attaque au nerf de la guerre de l'IA avec la puissance de calcul. La maison mère de ChatGPT s'est alliée à Broadcom pour lancer sa première puce IA qui est baptisée Jalapeno, avec une ambition claire, faire tourner ses modèles plus vite et pour moins cher, et surtout réduire sa dépendance à Nvidia. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin dans Good Morning Business. Jalapeno, c'est le nom d'un petit piment mexicain et c'est vrai que cette annonce, elle va mettre un peu de piquant, si on peut dire, dans la course à l'infrastructure IA qui est aujourd'hui largement dominée par Nvidia. OpenAI, en fait, veut plus se contenter de concevoir des modèles d'IA, il veut aussi fabriquer lui-même les cerveaux de l'intelligence artificielle et il aura fallu 9 mois seulement à Broadcom et OpenAI pour développer cette puce maison, alors qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire qu'elle va pas être utilisée pour entraîner des nouveaux modèles, mais elle va être utilisée pour répondre aux
milliards de requêtes des utilisateurs. Ça nécessite toujours plus de puissance de calcul. C'est un gouffre financier aujourd'hui pour OpenAI. Et donc l'idée, eh bien, ce serait de rendre cette étape plus efficace, moins énergivore et moins coûteuse. On va pas trop entrer dans la technique, mais en général, les puces, c'est ce qu'on appelle des GPU. On parle souvent des GPU Nvidia, qui sont des puces couteau suisse, si on peut dire, très polyvalentes. Là, les puces qui ont été conçues par OpenAI, ce sont des ASIC, qui sont des puces hyper spécialisées. Elles ont une tâche qui est très précise, mais elles l'exécutent de manière redoutablement efficace. Et derrière cette annonce, eh bien, il y a un enjeu stratégique qui est celui d'être moins Nvidia dépendant. Tous les acteurs du secteur l'ont compris. Amazon avec ses puces Trainium, Google avec ses TPU, Microsoft également, et OpenAI, eh bien, suit le même chemin. C'est un acte fort qui montre sa volonté de maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout, de l'entraînement des modèles de langage jusqu'à l'intérieur des data centers. C'est vraiment l'un des enjeux pour les années qui viennent. Comment essayer donc de casser cette dépendance en fait à un seul acteur qui fait la pluie et le beau temps. Bien voilà. Alors tout le monde s'y met. Enfin Amazon essaie d'avoir son indépendance en termes d'IA, Google aussi, et OpenAI aussi. Donc avec ce petit piment jalapeno, Julien. Tout le monde a le même raisonnement. Souveraineté et coût. Souveraineté, c'est-à-dire que si je travaille avec des TPU Google et que Google me coupe l'accès à ces TPU ou que je dois changer de fournisseur, alors que j'ai entraîné tous mes modèles sur les TPU de Google. Et je suis mort, j'ai perdu. C'est vrai aussi l'accès à Nvidia. Si Nvidia demain augmente ses prix, et Dieu sait si Nvidia fait des marges absolument brillantes sur ses produits actuellement, je vais être obligé de payer parce que j'aurai tout entraîné sur du Nvidia et que tout sera du Nvidia. Donc, je développe mes puces avec un partenaire parce qu'évidemment, je ne sais pas faire tout seul, mais enfin, en tout cas, j'achète des puces, je maîtrise leurs coûts et c'est ma technologie. Ils ont tous fait la même chose, ils sont tous en train de faire la même chose, Amazon, Google et les autres. C'est parce que c'est évidemment stratégiquement le seul mouvement qui est tenable pour une entreprise qui vise la domination mondiale. Yves, c'est une bonne stratégie, à ton avis ? Je pense que c'est pas la stratégie première de OpenAI là-dessus. OpenAI se dit, il va y avoir de plus en plus d'inférences. Maintenant, j'ai des LLM qui marchent bien, et il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Et aujourd'hui, quand il y a des utilisateurs, ça me coûte beaucoup d'argent. Comment je réduis le coût d'utilisation pour que, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, coûte le moins cher possible? Alors, il y a deux options. Soit on prend une voiture généraliste, c'est-à-dire on va chez Nvidia et il fait un chipset généraliste. Donc on prend une voiture généraliste et on va de Paris à Marseille. Et ça coûte ce que ça coûte. L'intérêt d'une voiture généraliste, c'est qu'elle fait plein de choses. Elle peut faire de l'autoroute, elle peut faire de la route, elle peut faire du chemin. Voilà. Mais elle consomme, elle n'est pas optimisée pour sa conduite à soi. Elle va coûter plus cher aussi par rapport aux usages qu'on veut en faire. Et elle va coûter plus cher par rapport aux usages qu'on va en faire. Soit je fais un truc qui correspond exactement à ce que je veux. C'est-à-dire, c'est du sur-mesure et c'est une voiture qui va faire Paris-Marseille par l'autoroute A7 et pas par autre chose pour ce conducteur-là qui conduit exactement comme ça. Donc, et là, il va avoir une consommation optimisée, il va avoir un temps de route optimisé, il va avoir des chemins optimisés. Donc, il va avoir un coût optimisé. Et pour ce faire, il a été obligé de choisir une autre technologie que les technologies d'NVIDIA. C'est ce qui était dit tout à l'heure dans le reportage. Il prend des technologies ASIC. Et quand on prend une technologie ASIC, il s'avère que ceux qui ne savent pas les faire, ou qui les font pas bien, c'est Nvidia. Parce que Nvidia, il fait du généraliste, il fait pas du sur-mesure. Celui qui sait très bien les faire, c'est Broadcom. Donc il était assez normal qu'ils se disent, j'ai un problème économique sur l'inférence. Okay, donc sur l'inférence, je vais prendre une technologie qui est peut-être moins performante. Au général, elle fait. Mais je n'ai pas besoin de toute cette performance finalement pour mon inférence. Mais pour mon inférence, les chipsets Broadcom me suffisent amplement. Les chipsets Broadcom, pour moi, que je fais avec les Broadcom. Les chipsets Jalapeno. Exactement. Mais tu le prononces vraiment manifestement bien. À croire que c'est toi qui as tout négocié. C'est toi qui as trouvé le nom. Écoute, cette chaleur ambiante me donne envie d'aller. Non, mais juste, on dit exactement la même chose avec Yves. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit, ce que tu as dit là. Je l'ai peut-être pas exprimé pareil, mais en tout cas, c'était exactement la même idée. Un bémol près, c'est que tu ne parles pas du tout de la souveraineté, et moi je pense que pour eux c'est absolument fondamental, parce que pourquoi Google fait exactement la même stratégie, pourquoi Amazon a exactement la même stratégie, c'est-à-dire quitter effectivement des processeurs généralistes pour aller, ou des GPU généralistes pour aller vers de l'ASIC, c'est parce qu'ils veulent aussi avoir leur technologie à eux qui les sécurise sur la souveraineté d'accès à ces puces. Enfin, si je reprends ce qu'on s'est dit juste avant sur la RAM, le jour où on produit plus son truc soi-même, on peut se faire couper l'accès.
Didier ? Oui, alors donc, ce que souligner est important, c'est effectivement le problème qu'a OpenAI, c'est sur l'inférence. Le problème de l'entraînement, c'est pas un problème, ça restera toujours Nvidia. Alors même si actuellement les opérateurs de l'IA cherchent des alternatives. Hein. Y a, Anthropic a fait passer des deals avec SpaceX. Amazon essaye de, d'autres opérateurs travaillent plutôt avec Amazon, avec Microsoft, etc. Et en utilisant les capacités de calcul monstrueuses qu'ont ces entreprises. Et tu as raison, Anthropic a passé un accord avec XAI justement, je crois, pour louer des capacités. Oui, je dis SpaceX, c'est XAI. C'est XAI, et en fait, il loue des capacités, des data centers d'Elon Musk qui sont sous-utilisés parce que très sous-utilisés. Voilà, Grok, personne ne l'utilise, donc forcément, il a de la place dans ces data centers. Donc il faut, pour résumer, il faut bien distinguer ce qui est donc de l'inférence, c'est-à-dire la réponse aux questions que posent les utilisateurs et l'entraînement des modèles qui lui reste, encore une fois, on n'a pas trouvé mieux que Nvidia, même si, encore une fois, les opérateurs cherchent des alternatives. Et cela étant, je pense qu'il faut pas qu'on blesse à penser que c'est dramatique pour Nvidia. Hein. Je veux dire, c'est pas. D'ailleurs, Nvidia, il n'arrive pas à livrer, donc ils vont très bien. Ouais. Mais ça les soulage ils vont très bien. Mais surtout, Nvidia, c'est sur toute la couche, c'est-à-dire que ils ont CUDA au-dessus, qui sont des outils pour programmer ça. Parce que là, on parle d'un chipset, mais ce chipset, il n'est pas en l'air comme ça. Il faut des outils pour le programmer, puis après, il est dans des serveurs, puis les serveurs sont dans des racks. Aujourd'hui, Nvidia, et on en parlera peut-être quand on va parler de l'augmentation de la température et les conséquences que ça a, Nvidia, aujourd'hui, il vend des racks entiers. C'est-à-dire qu'il vend des solutions entières avec des spécifications. On est loin, et ça n'arrivera jamais avec un ASIC. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des marchés totalement différents, où il y en a un qui va vous faire la Formule 1 pour tel circuit. C'est ce qui a été annoncé. Alors c'est des belles Formule 1, c'est des beaux circuits, et c'est pas négligeable. Et l'autre, il fait la voiture de Monsieur Tout le Monde. La voiture AI qui coûte quand même relativement cher. Enfin, on va dire, c'est un BMW quoi, ou un Mercedes. C'est pas une Ferrari, et c'est surtout pas une Formule 1 de ces circuits. C'est des Ferrari, des Mercedes qui marchent très bien. Et puisqu'on parle de souveraineté, ce serait pas mal peut-être que les acteurs européens s'inspirent de cette démarche, hein, parce qu'on a en France des gens, ST Microelectronics, des gens comme ça, qui sont capables de faire des ASIC. Absolument. Et qui pourraient très bien, Mistral et compagnie, pourraient très bien s'inspirer de la démarche d'OpenAI là-dessus. Et tu as absolument raison, je trouve que c'est un très très bon point qui est mentionné, ce d'autant plus que les temps de cycle, c'est-à-dire pour les fabriquer, sont beaucoup plus courts. Oui. Ils annoncent 9 mois, que ce soit 9 ou 12, c'est relativement court, alors que sur des produits GPU ou CPU, c'est plutôt 2, 3, 4 ans qu'il faut... lesquels on travaille. Donc, c'est des temps de cycle qui sont beaucoup plus courts, c'est des sommes qui sont beaucoup moins importantes, c'est des risques qui sont beaucoup moins importants. Et puis c'est la possibilité de conserver encore un moteur chez soi. Absolument. Il est bientôt 20h. On va revenir dans un instant pour la suite de ce Tech & Co, la quotidienne, avec Yves Maître, avec Julien Villeray et Didier Sens. Justement, on va évoquer cette chaleur. Est-ce que ça a un impact dans les data centers où il fait déjà chaud, mais là, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce qui se passe s'il fait trop chaud? On va en parler dans un instant. Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Tech & Co, la quotidienne, le débrief, deuxième partie. Un grand merci d'être là. Et vous le savez, nous sommes en direct chaque soir de 19h30 à 21h. Mais si vous ratez un bout de cette émission et que vous voulez la retrouver en intégralité, juste après la fin de cette émission, les replays et les podcasts qui vous attendent. Et sachez-le, Tech & Co est diffusé aussi le lendemain en replay sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en intégralité. Ce soir, sur le plateau, pour justement commenter l'actualité, nous avons Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital et cofondateur de Xunos, et Didier Sens, donc journaliste tech. On le disait, on va parler maintenant de cette canicule et remontons un petit peu dans le temps. Juillet 2022, le mercure dépasse les 40 degrés au Royaume-Uni. Plus le choix, Google et Oracle, est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, doivent mettre sur off leur data center. Alors pour le moment, pas de coupure similaire en 2026, signalée en France, mais une réalité. Le changement climatique menace les infrastructures, y compris de nombreux projets pas encore sortis de terre. Les explications de Nathan Cocampo.
Un quart des futurs data centers de la France sont considérés à haut risque. Exemple en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France, où 9 data centers géants en projet sont particulièrement sensibles aux fortes chaleurs à venir ou à la montée des eaux, selon une étude du cabinet XDI. Dr Karl Malone, directeur scientifique et cofondateur du cabinet. 26% des emplacements du centre de données prévus sont classés comme étant à haut risque, ce qui signifie qu'ils sont inassurables. Lorsque l'on observe des températures de 40 degrés dans des zones où de telles valeurs n'ont jamais été enregistrées, on ne peut pas s'attendre à ce que les systèmes de climatisation, les systèmes de commande électronique et les infrastructures de télécommunication continuent de fonctionner normalement. 2600 projets de data center analysés dans le monde, 38 en France, et un constat. La France est le 5e pays le plus exposé aux risques climatiques. Elle doit donc porter une attention toute particulière aux emplacements. Vérifiez ce que vous faites. Si l'emplacement ne convient pas, déplacez-le ailleurs, loin des rivières ou de la mer. Faisons preuve de bon sens quant à l'endroit où vous installerez ces équipements. Le risque de dommages matériels liés aux aléas climatiques devrait être multiplié par 4 d'ici à la fin du siècle, bien plus qu'aux États-Unis. Le cabinet souligne toutefois que la France, avec 69 milliards de dollars d'investissement l'an dernier dans les data centers, est une excellente terre d'accueil et dispose de conditions idéales à leur fonctionnement sur son territoire, sous réserve de mieux choisir les emplacements. J'ose à peine imaginer la température qu'il doit faire aujourd'hui dans les data centers. Alors en l'occurrence, je pense que la plupart sont très bien climatisés. Ouais, ça doit être tout à fait correct. La difficulté, c'est vrai pour toutes les infrastructures, hein, c'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les centrales de production électrique, c'est vrai pour les data centers. La question, c'est la question du refroidissement. Là. Il y a eu quelques incidents chez EDF, mais vous tenez le coup pour l'instant. Ah oui, en l'occurrence, c'est pas des incidents, c'est qu'on baisse en fait la production de certaines centrales, pas du tout parce qu'elles ont trop chaud, c'est parce qu'elles rejettent de l'eau qui est réchauffée et c'est pour ne pas abîmer en fait les poissons, etc. qui sont dans les cours d'eau. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas du tout que les centrales souffrent, c'est qu'on ne veut pas élever la température des cours d'eau de façon excessive. Et ça prouve aussi qu'on a un réseau électrique robuste en France. Alors, il est très robuste, ça pose évidemment des problèmes, hein, on va pas se le cacher, hein, cette température, mais la question c'est que on n'a pas encore adapté dans nos pays, quand je dis nos pays, c'est nos pays tempérés, occidentaux, on n'a pas encore adapté nos infrastructures à ces températures totalement exceptionnelles, enfin qu'on a jamais connues. Mais si on va en Arabie Saoudite, si on va au Qatar, si on va aux Émirats Arabes Unis, ils font tourner des data centers et tout le reste et toutes les climatisations du monde de façon extrêmement performante par des températures encore supérieures. Donc c'est techniquement ça pose aucun problème. La difficulté c'est qu'on n'a pas adapté nos infrastructures aujourd'hui et donc ça veut dire que quand on construit un data center et qu'on le prévoit maintenant, peut-être que les groupes de refroidissement, on va les dimensionner différemment de ce qu'on aurait fait il y a 10 ans. Mais l'adaptation c'est quelque chose qui est possible. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, pour qu'on comprenne bien, toute cette puissance de calcul, Didier, crée de la chaleur. Il n'y a pas seulement ça, ça crée de la chaleur, ça demande des ressources en électricité monstrueuses, ça demande un système de refroidissement robuste aussi. Et d'ailleurs, le problème avec ces histoires de chaleur, c'est pas tellement que le data center lui-même risque d'avoir une surchauffe, etc. C'est le problème que le système de refroidissement, qui sont souvent des systèmes de refroidissement à eau, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, c'est que lui, il risque d'avoir un problème d'alimentation et que du coup, s'il n'y a plus de refroidissement en eau, alors là, le coup, le data center, il va souffrir. C'est-à-dire qu'on fragilise quand même toute la chaîne de production avec cette chaleur. Alors, encore une fois, ça fragilise énormément, ça pose des gros problèmes, mais tout ça, c'est des choses qu'on sait traiter. C'est-à-dire qu'il faut adapter, c'est-à-dire qu'il faut investir de l'argent, et clairement ça coûte de l'argent, pour adapter des systèmes qu'on avait conçus pour 30 degrés maximum à des systèmes conçus pour 45 degrés. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est un petit peu comme en fait, les rames de train, de TGV. La clim n'a pas été dimensionnée à des températures extérieures qui dépassent les 40 degrés. Exactement. Donc la clim, en fait, pète au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'après, il fait très chaud. Mais techniquement, on sait faire. Oui, mais oui, parce que j'imagine qu'il y a des trains dans des régions où il fait nettement plus chaud. Bien sûr. Et il y a de la climatisation qui fonctionne. Bien sûr, mais simplement, ça il faut tout redimensionner. C'est vraiment l'idée, et je crois que c'est vrai pour toutes les infrastructures, pas uniquement les infrastructures IT. Mais Yves, est-ce qu'on a un risque aujourd'hui? Alors bon, on arrive au bout de cette canicule. Enfin, cela dit, on dit qu'on arrive au bout, mais voilà, on repousse toujours de 24 heures. Il y a un risque pour que tout pète là? Alors moi, comme tu l'as mentionné, je suis cofondateur de Xunos, et Xunos fabrique des data centers. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. Et dans notre cœur de métier, notre partenaire principal, c'est les fabricants d'énergie, donc EDF en France, qui doivent nous fournir de l'énergie. Cette énergie, elle sert à deux choses, et uniquement deux choses. L'une, faire du calcul, l'autre, refroidir, parce que le calcul fait chauffer. Point à la ligne. Et quand on voit que des data centers, aujourd'hui, des gros data centers, pas les plus gros, mais des gros data centers font 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est un cœur de réacteur nucléaire, pour faire simple. Okay, donc, mais c'est monstrueux, en fait. C'est beaucoup, oui. Et aujourd'hui, l'électricité, pour refroidir
est à peu près un tiers de celle, il y a 2 tiers de calcul, 1 tiers de refroidissement. Okay, donc, on a besoin d'énormément d'électricité, dont une grande partie sert à refroidir les calculs qui chauffent. Okay, bon. Aujourd'hui, est-ce que... Parce que, juste une chose, pour qu'on aille jusqu'au bout et pour qu'on comprenne bien, si on ne refroidit pas, ça chauffe, et ça s'arrête. C'est-à-dire que le bout de silicium, quand vous avez un PC, vous entendez un ventilateur tourner, on entend un bruit quand on met son oreille. Alors si c'est un gros PC, on entend même un bruit certain. Pas sur un Mac. Hein. Mais il y a quand même un PC. Sauf sur les smartphones, parce qu'on est dans des technologies qui sont pas des technologies ARM, qui sont des technologies x86, mais c'est du détail. Et dans un smartphone, il n'y a pas de ventilateur. Mais on voit bien qu'en ce moment, d'ailleurs, quand on est dehors avec son smartphone, on voit bien que la température dans sa main, elle est plus importante que quand on est en hiver. Donc c'est un refroidissement par air, mais pas par air ventilé, par conductivité. Dans un data center, aujourd'hui, il y a 2 types de refroidissement, un par air, donc on envoie de l'air froid et elle ressort chaude, okay, et puis on la retraite et elle voilà, donc on la, enfin bon, c'est de l'air. Le principe du frigo. C'est le principe du frigo, exactement, ok, ou de la pièce climatisée. Je suis toujours en dessous de la fameuse bouche. Et c'est pour ça que t'en parles si bien. C'est pour ça que parce que t'as le cerveau climatisé aussi. Oui, mais je vais m'enrouer moi avec vos histoires de climatisation. Ça sera la fin de l'émission, donc tout va bien. Ok, donc tout va bien. Mais j'étais supposé revenir la semaine prochaine, méfie-toi. Aïe. Bon, et un refroidissement par eau. Et pour le refroidissement par eau, Nvidia dit l'eau doit rentrer à 45 degrés et ressortir à 55 degrés. Donc c'est spécifié, il n'y a pas de choix. Quand on fait ça, il faut que l'eau elle rentre à 45 et qu'elle sorte à 55. Et donc on sait que quand il fait 45 degrés dehors, eh bien forcément, on ne peut plus la refroidir à 45 degrés. Donc il faut d'autres systèmes de refroidissement pour l'amener à 45 degrés. Alors Nvidia peut changer ses spécifications, ce qui est une possibilité, parce que plus les chipsets sont gourmands quelque part, plus ils calculent, plus ils chauffent, et donc Nvidia a tendance toujours à remonter ses spécificités, mais aujourd'hui c'est 45-55, ou alors, ce qu'on fait, c'est que on diminue la puissance de calcul, c'est-à-dire qu'on ralentit son... T'accélères moins. On accélère moins, voilà, et donc il chauffe moins, et donc même si on est à 47, on va sortir encore à 55, ok, on fera 47-55 au lieu de 45-55, et juste le chipset, il tournera moins. Et en effet, pour répondre à ta question, si le chipset est libre, bah, il va chauffer, et il va se détériorer, soit parce que en effet les couches vont se décoller, soit il peut brûler aussi. Hein, je veux dire, ça peut prendre feu quand même ces petites bêtes. Parce que c'est ça le truc, c'est que le drame, c'est que quand ça chauffe trop, ça tombe en panne, ça casse. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'attendre que ça refroidisse pour que ça reparte. Il y a des serveurs en fait qui ne marchent plus parce qu'ils ont trop chauffé, qui disent ok, il faut me changer quoi, ça marche plus. Absolument. Donc ça nécessite quand même une précision chirurgicale. Faut bien imaginer dans le monde du refroidissement. Dans un processeur, on est de l'ordre du nanomètre, hein, les transistors à l'intérieur. Donc c'est vraiment d'une finesse absolument incroyable. Donc c'est d'une fragilité de fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de trouver des alternatives. Tu parlais tout à l'heure de l'adaptation. Je sais qu'il y a actuellement des projets et même des expérimentations en Chine où ils chargent des énormes containers de data centers et ils les jettent au fond de l'océan. Parce que le système, donc du coup ça crée un système de refroidissement naturel, hein, et la déperdition en chaleur est insignifiante par rapport à ce que peut supporter l'océan. Et du coup, on attend de voir si les résultats, parce que je sais Microsoft avait fait ça également. Ouais, il y a une dizaine d'années et en fait ça marchait pas. Si on commence à mettre des milliers de containers, on va réchauffer la mer. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et la deuxième alternative, on la connaît tous, c'est celle de SpaceX qui veut envoyer les data centers dans l'espace pour profiter du refroidissement du vide. Oui, enfin, refroidissement du vide, quand il y a le vide, il n'y a pas de refroidissement justement, parce qu'il y a de productivité. Donc il y a d'autres solutions. Il y a des températures extrêmes, non quand même. Il y a des températures extrêmes là-haut. Oui, mais quand tu n'as pas d'air, pas de conductivité, donc tu peux pas refroidir. Je veux dire, la physique, c'est quand même la physique. Donc il faut réinventer. On a beau s'appeler Elon Musk, on ne change pas la physique. Ou alors il faut réinventer des processeurs qui
justement, pourraient bénéficier de ce froid extérieur. Ça nécessiterait, je sais pas moi. Oui, mais il faut de la conductivité, même s'il fait froid et qu'il n'y a pas d'air pour sortir la chaleur et l'amener ailleurs, ça ne marche pas. Donc Elon Musk a ce problème-là, et c'est pas un petit problème. Puis le deuxième problème qu'il y a aussi sur les containers qui sont en mer, parce que ça c'est déjà plus réaliste, c'est que quand ça tombe en panne, soit il faut monter là-haut, soit il faut plonger en bas pour changer quelque chose qui n'est pas étanche, d'ailleurs. Donc c'est un peu compliqué. Il faut que ce soit étanche. Non, mais je veux dire, ton serveur, il n'est pas étanche. Tu peux pas plonger et puis ouvrir une armoire. Ah oui, bien sûr. Il faut remonter le container en entier. Remonter le container. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne remonte pas le container. C'est qu'on se dit que dans la durée de vie du container, il y a 15 ou 20% qui vont tomber en panne. Oui. Donc, on en met 15 on le ou 20%. surdimensionne. On le surdimensionne. Et puis, quand on est dans l'espace, et ben, quand le truc ne marche pas, etc., on le fait exploser en vol. Et puis, quand il retombe dans l'atmosphère, c'est très sympa. Tout part en petits débris. Voilà. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, bon, on en rigole, mais c'est pas drôle. Je suis d'accord. Non, c'est pas drôle. C'est comme ça qu'ils planifient, que ces gens-là planifient les choses. Donc la pollution, on s'en fout, c'est pas très grave. L'énergie, on s'en fout, c'est pas très grave. Et puis quand ça retombe dans l'atmosphère, ça se désintègre. Ça se désintègre dans l'atmosphère. Pour être tout à fait complet sur les technologies, puisqu'on aime ça ici, il y a aussi les bains d'huile de silicone qui existent. C'est-à-dire qu'on plonge les serveurs dans des grands bains d'huile. C'est très impressionnant à voir, parce qu'on se dit, mais le liquide et l'électronique, ça marche pas ensemble. C'est de l'huile de silicone. Donc, ça ne pose pas de problème de conductivité de l'eau. Et ça permet de refroidir, en fait, de façon vraiment liquide, comme une piscine, en fait, d'huile. C'est très impressionnant. Nous, on a ça dans nos data centers chez EDF et j'ai pu le voir en fonctionnement. C'est pas généralisable totalement à tous les serveurs, ça coûte assez cher, mais c'est des technologies qui commencent à se développer. Et on règle ce problème de climatisation. Et du coup, on n'a plus besoin de climatiser, puisque là, tu as des cuves où tu as les data centers qui sont à l'intérieur, qui baignent dans cette huile de silicone. Exactement. Et tu n'as plus besoin de clim. Et qui elle-même est gérée thermiquement, et en fait, on n'a plus besoin de clim, effectivement. Incroyable. Et la maintenance ? Et alors, il faut sortir tout simplement, on sort tout simplement les serveurs. Et donc il dégouline de partout. Il dégouline de partout d'une huile bien visqueuse, enfin c'est pas tout à fait... C'est comme les frites alors. C'est ça. C'est pour ça qu'à la cantine d'EDF, il y a souvent des frites. Exactement. Parce que le surplus d'huile, le surplus d'huile de silicone termine à la cantine. Et qu'ils vont le mettre en Belgique. Et bien sûr. Ben oui, parce que c'est là-bas qu'elles sont les meilleures quand même. 20h14, redevenons un petit peu sérieux maintenant pour évoquer un sujet que je crois Didier nous a proposé concernant la 4G et la 5G. Est-ce qu'on nous aurait menti sur la 5G ? Parce que c'est vrai on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Il y a une étude qui vient de sortir et qui met en avant le fait que finalement, c'est pas parce que vous avez la 5G, le petit logo 5G qui s'affiche sur votre téléphone que vous êtes en 5G et que vous bénéficiez en fait de cette technologie qui permet monts et merveilles, latence faible, débit monstrueux, etc., etc. Alors que les opérateurs nous promettent ça tout le temps. C'est ça, Didier ? Oui. En fait, cette étude montre que 85% des communications qu'on a et qu'on pense être en 5G, c'est en fait de la fausse 5G. Oh mon Dieu, la fausse 5G. C'est une couche 5G qui est émise à partir d'un cœur de réseau 4G, tout simplement, ce qui permet au téléphone d'afficher 5G, mais ça ne garantit absolument pas la même latence, une faible latence que peut avoir la 5G, ni les débits très élevés que garantit la 5G. Alors ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est 83% du temps qu'on est dans cette fausse 5G. Exactement. Et les champions de la vraie 5G ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Donc à l'échelle européenne, on s'aperçoit que c'est l'Autriche, la Suisse et l'Espagne qui sont plutôt bien classés et que la France, c'est une catastrophe. Le seul opérateur qui s'en tire à peu près bien, c'est Free, qui a 14% du temps de connexion en vrai 5G, alors que les autres opérateurs, Bouygues, Orange et SFR, sont à moins de 1% du temps. C'est-à-dire que quand je pense sur mon téléphone Bouygues, je pense être en 5G, en fait, je suis en fausse 5G. Alors, j'ai en face de moi des gens qui connaissent très bien les réseaux. Tu vas te faire circuiter là un petit peu. Ils connaissent très bien les réseaux télécoms, mais en gros, la différence... Parce qu'on a un ex d'Orange et un ex de SFR. Tu as mis ton armure ou pas ? En gros, c'est une différence de technologie entre ce qu'on appelle le standalone et le non-standalone. Je laisse la parole au spécialiste. Voilà. Alors, qui commence ? Comme tu veux, Julien et Yves. Dans les specs 5G, globalement... Je suis sûr que vous allez être d'accord tous les deux. Ce qui a été autorisé, c'est quoi ? C'est d'utiliser un cœur de réseau 4G de façon, on va dire, transitoire ou temporaire, tout en utilisant les fréquences et les BTS, donc les antennes pour simplifier, en 5G. Ça veut dire quoi ? C'est que j'ai
la majeure partie des avantages de la 5G, mais c'est vrai que j'ai pas eu à rénover mon cœur de réseau, qui est quelque chose de complexe, de coûteux, et qui aujourd'hui accueille, enfin jusqu'à il y a peu, accueillait plus de 4G que de 5G, donc ça faisait du sens de faire fonctionner tout ça de cette façon un petit peu baroque. Juste une chose, tu dis qu'on gardait quand même les avantages de la vraie 5G, je suis pas tout à fait d'accord. Quasiment. T'avais pas les débits de la 5G, t'avais pas la latence, la vraie latence de la 5G. Tout à fait. Mais on est à 20% à peu près de delta entre la standalone et la non standalone. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Pourquoi? Évidemment, ça coûtait moins cher pour le déploiement pour les opérateurs, mais aussi parce que les clients, et ça a été le cas depuis le début, ne sont pas prêts à payer pour les avantages de la 5G. En gros, la 5G, maintenant, elle est offerte au même prix que la 4G dans tous les forfaits. Et donc, pendant 1 an, 2 ans, ils ont essayé. Comme d'habitude, ça n'a pas marché. Et donc, maintenant, il y a de la 5G partout de façon automatique. La réalité, aujourd'hui, c'est que pour avoir de la standalone, il faut que toute la chaîne soit en 5G SA. Et c'est pour ça qu'on arrive sur ces chiffres de 1%, 2%. Il faut avoir un opérateur qui a déployé de la 5G standalone. Il faut qu'on ait une offre commerciale paramétrée dans le système, provisionnée, comme on dit, en 5G SA, donc standalone. Et il faut un téléphone activé et compatible en 5G SA. Chez Orange, par exemple, aujourd'hui, il y a 2 offres, 2 forfaits qui permettent la 5G SA, et les seuls téléphones supportés sont les iPhones de dernière génération. Donc on comprend pourquoi... Je crois que Free l'offre, non, la 5G? Alors Free l'offre dans tous ses forfaits, mais si on n'a pas le téléphone compatible 5G SA, par définition, on ne peut pas avoir la 5G SA, donc on ne peut pas avoir ça. Et là, la 5G SA, c'est la vraie 5G pure. La vraie 5G pure et parfaite. Moi, je l'ai sur mon téléphone depuis 1 an. Je suis un très gros consommateur de data. Je ne vois quasi aucune différence entre la 5G traditionnelle et la 5G SA. Alors, il faut rajouter une chose, il faut avoir les fréquences 5G. Et il faut les fréquences, évidemment. 5G. Et dans l'étude qui a été faite, un certain nombre d'opérateurs que tu as mentionnés, entre autres en Autriche, n'ont pas les fréquences 5G, ils utilisent les fréquences 4G pour utiliser la 5G. Donc, l'étude est très controversée. Cette étude-là est extrêmement controversée. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je rajouterais quand même une petite chose, c'est que je suis 100% d'accord, c'est que dans le forfait free, je pense qu'il faut être, puisqu'on est dans la transparence, il faut aller au bout de la transparence. Allons-y. Oui, en effet, ce n'est pas la pure 5G, parce qu'il y a une 5G Lite ou NSA qui a été imposée au moment de la normalisation par Verizon, puisque les autres n'en voulaient pas, mais Verizon a obligé la GSMA à standardiser la NSA. Pétard. Okay. La puissance d'un opérateur, quand même, c'est fou. Oui, ben c'est comme ça. Okay, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Les normes, c'est des consensus. Quand on est américain et qu'on s'appelle Verizon, tu sais quoi, on a du pouvoir. On tape du poing sur la table et on arrive à avoir ce qu'on veut. Okay. Et la vraie 5G, en effet, c'est la SA. Et l'avantage principal de la SA, c'est ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire qu'on a une qualité de service dédiée. C'est-à-dire que c'est comme sur l'autoroute ou sur le périphérique, sur l'autoroute dans certains pays, pas encore en France, mais sur le périphérique, quand tout le réseau est encombré, on a une voie qui nous est dédiée. Oui, la voie de covoiturage. La voie de covoiturage. Et celle-là, je peux aller... Et celle-là, elle m'est réservée. Donc je suis sûr de pouvoir rouler à 80 à l'heure ou 50 à l'heure. Donc j'ai une bande passante qui est dédiée. J'ai une bande passante qui est dédiée. Donc même dans la 5G+ de Free, aujourd'hui, il n'y a pas de voie dédiée. Donc ils sont bien en SA. Ils ont bien les fréquences, ils ont bien les téléphones, ils sont bien leur RAN, leur réseau d'accès bien en 5G, les antennes sont en 5G, et ils sont bien SA, mais ils n'ont pas mis à disposition la slice. Parce que c'est gratuit. Et qu'en effet, si on met à disposition la voie prioritaire à tout le monde, elle est plus prioritaire. Est-ce que c'est parce que c'est tout le monde, enfin, j'allais dire tout le monde s'en fout, c'est pas ça, mais finalement, on promettait monts et merveilles de cette 5G slicée, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'usage encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ça, c'est assez vrai. Okay, mais si on va vers des objets connectés, des voitures autonomes, quand tu es dans une voiture autonome... Qui ont besoin de temps réel. Et tu as besoin de temps réel, il vaut mieux avoir un débit qui t'est réservé, où tu es sûr que ça va passer. Parce que s'il y a quelqu'un qui traverse ou s'il y a... Disons qu'on a été un peu trop optimiste sur le calendrier. Voilà. Alors maintenant, si on prend des gens qui l'ont mis en œuvre... Rapidement, parce qu'il nous reste un petit sujet. La Chine l'a mis en œuvre, totalement, parce qu'il y a une volonté politique, c'est pas uniquement... Donc le réseau là-bas est monstrueux, en fait. Et donc le réseau en Chine, il est monstrueux. Il est monstrueux. Parce qu'il y a une volonté politique qui a imposé aux Chinois de faire directement l'ASC de bout en bout. On entend les paroles des opérateurs qui expliquent en gros des termes techniques. Vous reprenez le discours qu'on pourrait mettre dans la voie des opérateurs. C'est vrai. Maintenant, pour le consommateur, quel est le sentiment ? Le sentiment, c'est qu'on lui a vendu un truc et qu'en fait, ce truc-là n'est pas du tout ce qui a été promis. C'est tout.
Non, mais c'est pas faux. Je veux dire, c'est clair. C'est pas faux. Moi, je me souviens des discours marketing, Yves. Oui, mais c'est pas faux. Discuter avec beaucoup d'opérateurs télécoms, la 5G, vous allez voir, c'est génial, le jeu vidéo en temps réel, on nous vendait... Ça va plus vite que la fibre. Voilà. Je veux dire, ça va quand même plus vite que la 4G. Je veux dire, aujourd'hui, si on a un téléphone 4G... Pas toujours. Mais ça dépend de la densité. Si tu étais aux 24 heures du Mans, on va prendre un exemple. Aux 24 heures du Mans 2026... Encore dans la voiture. T'aimerais pas trop un peu les voitures, toi, quand même? Justement, on va peut-être en parler. 24 heures du Mans 2026... 24 heures du Mans 2026, le réseau est saturé pour tous les opérateurs. Okay. Chez Vivatech, tout simplement, déjà. Ok. Je connais pas Vivatech, je connais l'exemple des 24 heures du Mans qui était à peu près à la même période, sauf pour ceux qui avaient de la 5G slicée, c'est-à-dire de la 5G payante. Et en effet, ceux qui avaient de la 5G payante, ils n'ont eu aucun problème, ils pouvaient envoyer leurs vidéos. On enchaîne avec Renault. On en parlait hier, c'est vrai que les coupes se précisent chez Renault. Le constructeur envisage de réduire de 15 à 20% ses effectifs dans le monde. Mais avant ça, il vient de confirmer des coupes ici en France où il vise rapidement 800 départs volontaires d'ingénieurs. Ce ne sont pas des licenciements, ce sont des départs volontaires. Justine Vassonne nous explique ça tout de suite. Le patron de l'ingénierie de Renault le dit lui-même, il passe beaucoup de temps en Chine. Là-bas, Philippe Brunet a appris une chose, quand on a la vitesse, on a la technologie. Renault veut que ses ingénieurs puissent développer une voiture en 18 mois comme en Chine et pour cela, il faut des équipes plus petites, plus agiles, moins de reporting, moins de postes de coordination. Pour cela, Renault veut se séparer de 800 de ses 5500 ingénieurs en France d'ici à fin 2027 qui travaillent essentiellement dans son technocentre à Guyancourt. Aucun licenciement sec n'est prévu. Chaque départ se fera sur la base du volontariat, promet le constructeur. 500 autres ingénieurs devront suivre une reconversion lourde en interne. C'est une transformation profonde, courageuse et nécessaire, explique Renault, qui vise en parallèle le recrutement de 150 à 200 nouveaux ingénieurs pour accélérer dans le software, l'électronique de puissance et surtout l'intelligence artificielle dans le véhicule. Un sujet encore peu abordé en Europe, estime Renault, et sur lequel la Chine a déjà plusieurs longueurs d'avance. Voilà, c'est compliqué pour Renault, bien sûr, on le voit, avec cette confrontation de deux époques finalement et de deux conceptions de l'automobile. La Chine, c'est un smartphone sur roue, finalement, avec un moteur électrique, facile d'entretien, facile à concevoir. Et puis Renault qui fait des voitures à l'ancienne, tout comme tous ces constructeurs automobiles occidentaux finalement. C'est là où est le problème. 3 phases. Première phase, l'aveuglement des constructeurs européens. Non, on est les meilleurs, la Chine n'y arrivera pas. Deuxième phase, initiée par Tesla, et puis les constructeurs chinois. Il s'est passé quelque chose, il faut qu'on rattrape les Chinois. Aujourd'hui, on rentre dans la 3e phase, on n'arrivera pas à rattraper. Il faut donc qu'on fasse des partenariats avec les Chinois. Renault, Geely et Stellantis, Leapmotor, principalement. Pas uniquement, mais principalement. Dans cette phase-là... C'est pour ça que la dernière Twingo a été fabriquée en Chine. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a des partenariats extrêmement étroits. Okay, alors je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait faire vraiment toute une émission là-dessus. On le fera, on va en faire. Donc, on rentre dans cette 3e phase, c'est-à-dire j'ai compris, ma réaction était mauvaise, maintenant il faut que je fasse du partenariat. Il y a 2 manières de faire du partenariat. Soit je vais demander aux Chinois de m'aider depuis la Chine, c'est ce que fait Renault, okay, et donc on enlève des ingénieurs, et c'est les ingénieurs chinois qui vont faire. Deuxième option... Parce qu'on n'a plus besoin des ingénieurs ici. Ça, parce que c'est un choix politique, c'est un choix stratégique. D'accord. Comme il y a eu le sans usine, il y aura le sans ingénieur, si tu veux, mais sans c'est SANS, c'est pas CENT. Okay, il y aurait pu avoir le choix qu'avait fait la Chine, c'est-à-dire vous voulez venir, je vous impose de faire des JV en France, je vous impose d'envoyer... Donc des joint ventures. Moi, quand je suis parti, quand j'avais une trentaine d'années, je suis parti en Asie, parce que pour des boîtes françaises, et parce que j'amenais, et c'est vrai, le savoir-faire là-bas, oui. Okay, et donc j'étais expatrié ingénieur, parce qu'on avait le savoir-faire et qu'on leur amenait. C'est pas eux qui sont venus. Donc là, moi, ce que je regrette, c'est qu'on peut, et on aurait pu, et on peut dire, on va prendre des ingénieurs chinois qui vont venir habiter ici, qui vont venir nous donner le savoir-faire chinois, que nous allons copier. Mais ils veulent pas ça. Mais si on leur impose... Ils nous l'avaient imposé, les Chinois. On était obligés d'aller faire des JV là-bas. Ouais, mais est-ce qu'on peut leur imposer pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord. Julien ?
Je connais très mal ce sujet-là, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble quand même qu'il y a aussi, et c'est vraiment, Yves connaît ça beaucoup mieux que moi, mais il y a aussi quand même cette dimension qu'on vit dans l'ingénierie en général, qui est qu'il y a un shift finalement de compétences qui étaient peut-être électromécaniques, pour le dire vite, ou purement mécaniques, vers des compétences numériques, digitales, et que ça aussi, c'est un peu dans l'annonce de Renault, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils vont supprimer 800 postes, mais ils vont aussi recruter un certain nombre d'ingénieurs sur la partie numérique, IA, digital, etc. Donc il y a aussi probablement un transfert de compétences qui se fait entre, pardon du terme, une ancienne génération et une nouvelle génération dans l'ingénierie. Oui, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est à cause de l'IA qu'il y a cette suppression aussi d'ingénieurs ? Ça n'a rien à voir, je pense. Franchement, ça n'a rien à voir. Là, c'est clairement ce qu'a expliqué Yves, c'est une raison décision stratégique. Tout à fait. Donc là, l'IA n'a rien à voir. Au contraire, parmi les gens qui virent, ils expliquent que ça ne concerne absolument pas les gens qui travaillent sur l'IA. Et parmi les profils qu'ils vont engager, ils veulent des gens qui sont adaptés aux nouvelles technologies, au nouvel environnement de travail. Donc, c'est pas à cause de l'IA. L'IA vient à côté. Mais c'est plutôt, à mon avis, ils vont sabrer dans l'ingénierie traditionnelle, c'est-à-dire les gens qui travaillaient avec la planche à dessin et le... Non, mais je suis désolé, mais l'IA est sur ces domaines-là aujourd'hui. La comparaison de documents hyper techniques, etc., qui étaient avant faites par des humains, par des ingénieurs, par des cols blancs, parce qu'il fallait un certain savoir-faire pour justement regarder si la comparaison entre deux documents était correcte, etc. Tout ça, c'est l'IA qui va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA, d'abord, elle est partout, mais je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des usines noires en Chine qui fabriquent, là, il n'y a plus personne dedans. C'est que des robots. C'est que de l'AI. Donc quand on me dit, on va prendre des ingénieurs, et je suis absolument d'accord, on va embaucher des ingénieurs parce qu'il y a l'AI dans les voitures pour faire des voitures intelligentes, mais il y a l'AI partout, dans les process. Moi, ce qui m'a le plus étonné, parce que je travaille avec un certain nombre de partenaires chinois aujourd'hui qui font ces accords-là, donc je suis bien au courant, puisque je suis à des tables de discussion et de négociation où on discute ces accords. Bon, ok, donc je ne peux pas en parler trop, mais je sais quand même un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, ma plus grande surprise, et la plus grande surprise, c'était que quand on rentre dans les discussions avec nos amis chinois, on s'aperçoit que l'IA, elle est partout. Mais elle n'est pas seulement dans le self-driving, c'est-à-dire dans la voiture autonome. Non. Dans la conception des véhicules, dans les usines. Elle est dans les process d'achat, elle est dans les process de travail, elle est dans tous les systèmes de reporting, elle est dans le fait qu'ils ont des layers ou des couches de centralisation de data avec des compatibilités et des process de database gérés par l'AI qui font qu'ils ont des vitesses d'exécution et qu'ils ont une vision sur l'ensemble du système de développement et de production qui est effarante. Donc c'est pas uniquement à cause ou grâce au LLM pour la technique de LLM, de celle qu'on voit. C'est que tout ce qu'il y a en amont est complètement émergé ou immergé dans l'AI. Juste, c'est intéressant ce que tu dis, l'AI est partout parce qu'on a parlé d'OpenAI et notamment du Jalapeno qui a été développé avec Broadcom, et évidemment OpenAI n'a pas pu s'empêcher de dire qu'une partie de ce processeur a été développée grâce à son intelligence artificielle. Eh oui. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà encore un débrief de haute volée. Je vous remercie Yves Maître, Julien Villeray et Didier Sens, et vous restez avec nous. Encore une demi-heure de Tech & Co avec au sommaire pour ces dernières 30 minutes. Cette entreprise française qui arrive à démasquer les IA vocales, pratique pour débusquer les fake news. Vous savez qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. WeSpeak va nous expliquer comment ils font. Et puis, on s'intéressera à cette histoire qui a fait quand même l'actualité tech. C'est Winamp qui attaque Nvidia. Winamp qui gère un catalogue de musique pour la publicité, pour le cinéma, etc. Il s'est rendu compte que, évidemment, Nvidia a pompé tout ça pour entraîner son intelligence artificielle. On recevra le patron de Winamp qui viendra s'exprimer et nous expliquer tout ça. La petite pause, et puis juste après, c'est Léa Benahim qui est là pour le Tech Flash. Un grand merci d'être là, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
20h33 en ce jeudi soir. Un grand merci d'être là, fidèle à Tech & Co, la quotidienne. Et comme chaque soir, il est temps de retrouver le Tech Flash. Ce qu'il fallait retenir de l'actu tech de ce jeudi, c'est avec Léa Benahim. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et elle a une mauvaise nouvelle si vous comptiez changer de PC, smartphone ou encore de console. Les prix de la RAM ne devraient pas baisser avant au moins 5 ans. En cause, Micron, l'un des principaux fabricants de mémoire vive, qui vient de signer des contrats avec ses plus gros clients garantissant un prix plancher jusqu'en 2030. Autrement dit, même si le marché finit par se calmer, les prix ne retrouveront pas leur niveau d'avant-crise. Et cette tension sur les composants commence déjà à se voir en magasin. Apple a annoncé aujourd'hui une hausse de ses prix historiques sur la quasi-totalité de son catalogue, à l'exception des iPhone, AirPods et Apple Watch. Le MacBook Neo passe par exemple de 700 à 800 euros. L'iPad classique franchit lui la barre symbolique des 500 euros. Comptez aussi 200 euros de plus pour le MacBook Air, l'iPad Pro ou encore l'iMac. Et dans l'actualité, Léa, c'est l'Europe qui monte au créneau pour protéger ASML. Et oui, les Pays-Bas ont envoyé cette semaine leur ministre du Commerce à Washington pour s'opposer fermement au Match Act, un projet de loi qui vise à interdire aux champions européens de vendre certaines de ces machines à la Chine, un marché qui représente tout de même près de 20% de son chiffre d'affaires. Également dans l'actualité, l'Europe s'apprête à serrer la vis à Microsoft et Amazon. Leurs services cloud Azure et AWS pourraient bientôt être soumis au DMA alors même qu'ils ne remplissent pas les critères de ce texte. Bruxelles qui estime toutefois que leur poids sur le marché du cloud justifie ce statut. Et enfin, la guerre des talents dans l'IA s'intensifie. Selon Bloomberg, Google est sur le point de perdre encore 2 de ses chercheurs de premier plan au profit d'Anthropic. Ces départs s'ajoutent à ceux déjà annoncés en début de semaine. Le prix Nobel, parti lui aussi chez Anthropic, est l'un des architectes de Gemini qui a lui rejoint OpenAI. Et pour finir, rendez-vous demain à 21h30 pour De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end. Et au programme, une interview exclusive. Le créateur de Tetris, Alexei Pajitnov. Il nous raconte l'histoire de ce jeu mythique qui a marqué toutes les générations. On écoute un extrait. L'Union soviétique à l'époque était assez spécifique en termes d'argent venant de l'étranger. C'est-à-dire que soit je me battais contre l'Union soviétique jusqu'à la fin de mes jours, ou j'essayais de publier mon jeu quand même et devenir célèbre. Et ensuite recevoir plus tard des fruits de mon travail. Ça a été une décision stratégique et je ne m'en suis jamais plaint, je dois dire. C'était la bonne décision à prendre. Donc, c'était l'Académie des sciences de l'URSS qui avait les droits pendant 10 ans et ils m'ont aidé à bien le publier, je dois dire. Et pour retrouver l'intégralité de cette interview exceptionnelle, le fondateur de Tetris au micro de quoi je mêle sur BFM Business, c'est donc ce week-end sur BFM Business et dès demain midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast audio. Il est 20h37, on va parler maintenant d'IA vocale et de fake news avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. On va découvrir WeSpeak avec son PDG, Florent Van Calster est avec nous. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes, je le disais, le patron de WeSpeak, qui est une sorte, j'ai envie de dire, pour qu'on comprenne bien un peu, un Face ID de la voix. En gros, vous arrivez à vérifier une voix et à savoir que c'est ma voix, véritablement. Et là où vous faites fort, d'après ce que j'ai compris, c'est que non seulement vous pouvez savoir si c'est ma voix, mais vous pouvez détecter aussi que c'est une imitation de l'IA de ma voix. Exactement. En fait, nous, chez WeSpeak, on est le spécialiste de l'identité vocale. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu galvaudé d'identité vocale ? 2 piliers. Premier pilier, une technologie propriétaire à la pointe de l'état de l'art qui va vous permettre de reconnaître qui parle. Et ça, c'est la biométrie vocale. Les usages sont nombreux, c'est reconnaître le client qui appelle le centre d'appel, vérifier qu'une commande vocale faite dans la voiture est faite par la bonne personne et non pas les enfants à l'arrière qui jouent avec le régulateur de vitesse, ou encore dans les enquêtes, exploiter les écoutes téléphoniques ou ce genre de choses-là. Donc premier pilier, biométrie vocale, reconnaître qui parle. Deuxième pilier, l'identité vocale, c'est maintenant, avec l'ère de l'IA
l'IA générative, tout ce que ça comprend, notamment les risques quand on parle d'identité, on va être en mesure, nous, de détecter si la voix est authentique ou si elle a été générée ou modifiée par intelligence artificielle. On ne fait pas juste détecter ça, on fait ça très bien. On est les meilleurs mondiaux sur le sujet. On a gagné le concours notamment de l'AMIA, de l'Association militaire d'IA de défense sur le sujet, avec moins d'1% d'erreur. Et les deuxièmes de ce concours-là étaient ni plus ni moins qu'une boîte de la BITD française avec plus de 9% d'erreur. Ah oui, donc un gros gap quand même. Exact. On est très fiers de ça, je suis très fier des équipes là-dessus. Donc 99% de réussite si on part dans l'autre sens. C'est ça, 99% de réussite sur ce dataset, sur ce jeu de données spécifique. D'accord. Et ensuite, si on parle de différents éditeurs, vous avez sûrement entendu parler d'Eleven Labs, oui. Mais là on sait détecter 100% de leurs détecteurs à date. Le but c'est qu'on soit capable s'approcher ou être à 100% sur la quasi-totalité des Eleven Labs, rappelons-le, qui arrive à numériser des voix. C'est-à-dire que par exemple, moi je parle 10 secondes dans une IA d'Eleven Labs et après, elle peut me faire dire n'importe quoi avec mon timbre de voix, mon intonation, etc. etc. C'est de mieux en mieux fait, oui. D'accord ? On se casse de plus en plus le nez. C'est-à-dire que même si on fait attention, parfois on a du mal à se rendre compte que c'est des intonations liées à une IA, mais vous allez le détecter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Okay. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur le timbre et autres, on va détecter tout vous allez analyser en fait le spectre, c'est quoi? C'est dans les fréquences en fait de la voix? C'est tout un tas de choses, ça va de la fréquence au timbre jusque les pauses qu'il pourrait y avoir, un bruit métallique, c'est vraiment très large, il y a plusieurs centaines de facteurs qu'on s'est analysés d'un fichier audio. Ça c'est votre petite recette secrète. Exactement, la fameuse secret sauce. Ouais. La secret sauce. Parlons de votre premier pilier qui est très intéressant, qui est un peu, je vous disais, la biométrie vocale. C'est intéressant parce que aujourd'hui, la biométrie, c'est l'empreinte digitale. Ça va être l'iris, par exemple. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que pour payer, pour rentrer chez moi, grâce à l'une de vos solutions, eh bien, on ait comment dirais-je, une certitude que c'est moi qui donne l'ordre parce que c'est ma voix. Absolument. Et c'est pas de la science-fiction, c'est déjà le cas aujourd'hui. On est en train d'expérimenter chez différents constructeurs automobiles et fournisseurs d'automobiles ce cas d'usage-là, commander le véhicule à la voix. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, ouvre la porte, ça va marcher. Parce que c'est moi qui le dis. Parce que c'est vous si c'est vous qui le dites, ça va pas ouvrir la porte. Exactement. Même si j'essaie de vous imiter, et on saura dire, par exemple, si vous dites autre chose qu'ouvrir la porte, on saura dire que c'est vous, mais que vous n'avez pas dit d'ouvrir la porte. Donc vraiment, on saura détecter qui parle au-delà de ce qui est dit. Nous, c'est pas tant notre métier. Le métier, c'est vraiment reconnaître qui parle et est-ce que la voix est authentique. Donc là, on a parlé de l'automobile. Le plus gros usage qu'on a, c'est surtout la relation client. Aujourd'hui, quand on appelle sa banque, son opérateur téléphonique, parce qu'on a un problème souvent urgent, on va passer la première minute de l'appel à prouver qui on est. C'est-à-dire bonjour Florent, qu'est-ce qui se passe? Et votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse postale, etc. Enfin, exactement. Voilà. Donc là, on perd une minute de l'appel. On n'a pas vraiment de sécurité parce que ces infos-là, c'est du niveau ingénierie sociale basique pour un hacker. Après, il y a la double authentification aujourd'hui sur les centres d'appel, ça reste assez rare quand même pour l'instant. Voilà, sur les banques, oui. Alors que là, la situation avec la biométrie vocale WeSpeak, c'est bonjour, c'est Florent, j'ai oublié ma carte ou j'ai perdu ma carte, aidez-moi. On prend ce que vous venez de dire, on le compare à la signature vocale liée au numéro de téléphone appelant, et la seconde où vous avez fini de parler, l'agent sait qui vous êtes de façon biométrique et pourquoi vous appelez. On amène de la sécurité, on enlève toute la phase d'authentification explicite qui fait gagner du temps à tout le monde, et on améliore l'expérience client. Aucune friction pour prouver qui on est, on traite directement l'objet de l'appel. Avec un taux de réussite ou une marge d'erreur de combien? On a une idée là ou pas? Là, on est de l'ordre de 0,1% d'erreur. Donc, c'est-à-dire 99% de fiabilité. Est-ce que c'est acceptable pour, par exemple, une banque, d'avoir ce 0,1% d'erreur? Bien sûr, et dans tous les cas, n'oublions pas qu'on est en multifacteur aussi. Il n'y a pas que la voix. Il y a aussi le numéro de téléphone qui fait office de facteur de possession. Et cette performance-là, c'est tout à fait au niveau des capteurs faciaux, digitaux, iris. Même l'ADN n'est pas à 100%. Ça n'existe pas une biométrie à 100%. Donc, c'est tout à fait acceptable. Et on est d'ailleurs au niveau des standards FIDO. FIDO dit que pour moins de 0,1% de faux positifs, il faut moins de 5% de faux négatifs. Ok. Donc on est tout à fait dans cette norme-là. Vous pensez que ça va arriver dans le grand public? Est-ce que demain on pourra s'authentifier avec la voix? Vous parliez de la voiture, vous faites des tests, mais c'est que des tests ou ça va bientôt arriver sur des véhicules? C'est déjà sur des démocars qui sont en train d'être montrés à des constructeurs. Donc le choix maintenant est dans les mains des constructeurs, savoir est-ce qu'ils veulent équiper leur véhicule de ça. J'ai aucun doute là-dessus. On est déjà en train de déployer. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de clés. Plus besoin de clés, plus besoin de téléphone, avec différents modes d'authentification et d'identification. Si je suis enroué, je sais pas moi, si je perds ma voix pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver. Mais ça marche. Ça marche quand même. Ça marche jusqu'à un certain degré, pour être totalement transparent. D'accord.
forcément, si vous avez une extinction de voix, mais si j'ai le nez bouché parce qu'il y a une allergie ou quoi, ça va marcher quand même. Ça marche. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on analyse plus de 180 facteurs d'une voix qu'on sait caractériser. Et quand on est malade, il y en a peut-être une dizaine qui vont changer. Ouais. À l'oreille nue, on va beaucoup les entendre. Mais malgré tout, l'algorithme va se retrouver dans ces bons... c'est les bonnes comparaisons finalement. C'est ça. Encore une fois, jusqu'à un certain degré. Forcément, si on ne comprend pas ce que vous dites, si on ne vous entend pas vraiment, on ne saura pas vous reconnaître. En gros, pas de voix, pas de chocolat. Ouais. Pas mal. Pas mal. Là, vous la tenez bien. C'est pas mal. Quels sont les autres usages peut-être revenons aux fake news, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit énormément de fausses vidéos qui ne sont pas indiquées comme étant fausses vidéos. Non. Finalement, à partir du moment où il y a du son, là, vous pouvez rentrer en jeu. Exactement. Alors, c'est-à-dire que parce que si on a une fausse voix, enfin une voix qui est générée par l'IA, on peut imaginer que la vidéo sera générée aussi par l'IA. Absolument. Donc si on se concentre uniquement sur la voix, nous, on saura détecter que c'est généré ou modifié par l'intelligence artificielle. D'accord. Là, on parle de fake news. Et il y a d'autres boîtes françaises qui font ça très bien, la détection multimodale de deepfake. Je pense à Label for AI ou d'autres boîtes françaises qui font ça très bien. Nous, on se focalise uniquement sur la voix. Et c'est pas uniquement les fake news, c'est aussi les appels qu'on reçoit constamment, des gens qui essaient de vous vendre des fermetures, des volets électriques ou de l'énergie, ce genre de choses-là. Souvent, en prise de contact, c'est un serveur vocal interactif, on saurait le détecter. Mais surtout, les fraudes, les gens qui se font passer pour vos proches à l'autre bout de la France en situation d'urgence, qui ont besoin de 500 € pour se sortir de la mouise, ils utilisent la voix de vos proches pour se faire passer pour eux via du deepfake. Ça existe déjà ? Ça existe déjà. C'est plus une fiction. Ça a vu le jour aux États-Unis, ça a pris son essor un peu partout, et maintenant on commence à avoir des attaques en France. Et on est déjà en train de discuter avec pas mal d'opérateurs français, notamment Bouygues Télécom, avec qui on est présenté à Vivatech la semaine dernière. D'accord. On a réussi à intégrer en cœur de réseau notre détection de voix de synthèse pour que demain, Bouygues puisse dire à ses clients « Attention, vous parlez à une voix de synthèse, ce n'est sûrement pas le proche qui prétend être à l'au bout du fil. » Et quand on voit aujourd'hui l'arrivée en masse de l'IA, forcément on aura ça. C'est-à-dire qu'on aura un petit disclaimer en disant « Attention, l'appel qui va être généré, que vous allez recevoir, est généré par une IA, c'est obligé ». Et ça va devenir une obligation, je pense, pour les fournisseurs de téléphonie. Dernier exemple qui avait fait, on va dire, la une de l'actualité de la tech, il y a quelques mois ou quelques années de cela, c'était lors de cette visio, ce directeur financier qui s'était fait berner par un faux patron qui était généré justement par l'IA, croyant qu'il devait signer, je ne sais pas moi, quel virement vers quel compte un peu bizarre, et il s'est fait avoir, et le virement a été fait, et ça a été catastrophique, bien évidemment. Là aussi, vous pouvez rentrer dans ce jeu-là. Absolument. La fameuse fraude au président, elle est de plus en plus élaborée. Avant, c'était juste un coup de fil sans forcément imiter la voix. On crée la situation d'urgence. Parfois, ça passait. Maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué. Sophistiqué pour celui qui reçoit l'appel et l'attaque. Mais d'un point de vue attaquant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut moins de 10 secondes de la voix cible pour l'imiter. Et après, elle peut faire dire n'importe quoi dans un appel. Donc, en effet, on peut intervenir là-dessus sur la téléphonie de l'entreprise ou via l'opérateur. Directement détecter la voix est synthétique. Nous, on peut même aller plus loin. La voix est un deepfake et la voix n'est pas celle du prétendu directeur financier. Florent, dans notre métier, dans notre secteur, le journalisme, les médias, ça a du sens aussi ce que vous faites ? Absolument. C'est-à-dire que je suis sûr que vous êtes vous aussi exposé à des sources ou des faits que vous souhaitez relayer, souvent sous forme de contenu, que ce soit des fichiers audio ou des vidéos. Il y a forcément un intérêt pour vous de pouvoir vous assurer que l'information que vous apprêtez à relayer, elle est authentique. Donc, que ce soit de détecter l'image, la vidéo ou l'audio, il y a forcément un intérêt pour vous. Très intéressant, ça s'appelle WeSpeak, W-H-I-S-P-E-A-K. Merci beaucoup Florent. Merci à vous. Florent Van Calster, dont vous en êtes le PDG, et à 20h47, direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Salomé Ferrari nous a rejoint. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à BFM Tech. Et si vous pouviez déverrouiller votre téléphone, non pas avec un code, ni une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale ou même vocale, c'est ce qu'on vient d'écouter avec notre invité, mais avec vos battements de cœur. Ça, c'est le projet de la start-up CœurNet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Salomé ? Et oui, une méthode d'identification qui est plus fiable que les empreintes digitales, plus sûre que la reconnaissance faciale et surtout moins contraignante que les mots de passe. Ça, c'est ce qu'on appelle la biométrie cardiaque. Alors concrètement, il ne s'agit pas simplement d'analyser le rythme du cœur, mais vraiment ces micro-variations. C'est-à-dire que si on regarde des ondes très fines du cœur, on va pouvoir repérer des motifs, même des pics qui vont se répéter et qui sont propres à chaque individu.
Chaque battement, on va dire, est unique dans ce Exactement, il y a un micro-motif qui t'appartient, qui m'appartient, etc. Donc ces signatures, elles sont influencées par la structure même du cœur, mais aussi par des paramètres biologiques comme la tension, la composition du sang ou la rigidité des artères. Le rythme peut varier avec le stress ou l'effort, mais globalement, la forme de ces motifs reste la même. Donc tout l'objectif, c'est que l'IA apprenne à reconnaître ces formes pour ensuite repérer la signature cardiaque de chaque individu. Et justement, Kernet, qui est une entreprise française, est en train de tester cette technologie donc dans un prototype de montre connectée qui est assez rudimentaire, mais quand même, elle discute déjà avec des banques, des entreprises de sécurité ou de maintenance qui seraient intéressées par des usages assez concrets. Donc par exemple pour des contrôles d'accès, des authentifications à distance ou la vérification d'identité en continu. Mais est-ce que cette technologie est vraiment plus fiable que les systèmes biométriques qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, clairement, parce que forcément, un battement de cœur, c'est un petit peu plus difficile à imiter, on va dire. À imiter qu'une empreinte digitale ou un visage. Elle permet aussi d'ailleurs de vérifier en temps réel, par exemple si on a un ordinateur, qu'on est toujours la même personne devant et que ça n'a pas changé entre-temps. Le problème, c'est que la technologie, pour l'instant, n'est qu'à ses débuts. L'entreprise doit lever des fonds pour justement tester cette technologie à grande échelle sur des milliers de personnes. Et à terme, les capteurs, ils pourraient être dans des objets du quotidien, donc notamment des bracelets, des vêtements, des bagues ou même des oreillettes. Le truc, c'est que la concurrence est déjà quand même bien installée, parce qu'on a des chercheurs qui, depuis 2014, travaillent là-dessus. Et au Portugal, on a déjà une entreprise concurrente, Cardio ID. Donc reste à voir si maintenant, ce sera bien le cœur qui sera la clé de tous nos accès numériques. On va suivre ça de près, c'est très intéressant. Merci Salomé Ferrari pour en savoir plus. Évidemment, je vous renvoie sur le site BFM Tech. On va parler maintenant de cette actu qu'on avait évoquée dans Tech & Co en début de semaine. Le principal protagoniste est avec nous. Winamp attaque Nvidia. On vous explique tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Alexandre Sabounjian. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Winamp. Exact. Alors pour les plus jeunes, Winamp, ça ne veut pas dire grand-chose, je suis désolé. Mais pour les plus âgés comme moi, c'était quand même le lecteur multimédia, l'un des tout premiers lecteurs multimédia MP3, qui était sympa, plug and play, qui nous permettait à l'époque d'écouter des MP3. Voilà. 97 au siècle dernier. 97. C'est vraiment le lecteur qui a fait découvrir à tout le monde le MP3. On pouvait customiser aussi son lecteur, suivant ses goûts, etc. Avec tous les skins et toutes les petites choses. On a des chiffres sur l'époque, c'était monstrueux en fait. Alors, avait le lecteur Winamp. À l'époque, c'était une start-up américaine qui s'est rapidement fait racheter par AOL. Oui. Et il y avait à l'époque jusqu'à 200 millions d'utilisateurs. Alors ce logiciel aujourd'hui est toujours utilisé par les gens qui utilisent Windows. Et donc Winamp, le lecteur, existe toujours. C'est un des logiciels encore les plus téléchargés par les utilisateurs de Windows. Et on a encore aujourd'hui entre 50 et 80 millions d'utilisateurs chaque mois. Alors avant d'expliquer justement cette différence de point de vue qu'il y a entre la vôtre et celle de Nvidia, pour rester poli, expliquez-nous ce qu'est aujourd'hui devenu Winamp. Parce que, évidemment, vous avez pivoté, le modèle a évolué, etc. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, un lecteur, c'est pas vraiment un produit avec lequel il est facile de faire du chiffre d'affaires, sauf si vous mettez des marketplaces, sauf si vous faites des abonnements comme le fait Spotify. Et donc, lorsqu'on a voulu redonner une nouvelle vie à Winamp, on a regardé ce que la musique allait être demain. Et pour nous, la musique demain, ce seront des artistes qui seront de plus en plus indépendants, qui vont gérer leur carrière eux-mêmes, mais qui doivent naviguer dans une difficulté dans ce nouveau monde digital, qui est bien différent de celui du passé. Et donc aujourd'hui, Winamp est devenu une plateforme pour les artistes indépendants qui fédère l'ensemble de leurs revenus. Des revenus aujourd'hui, quand on est artiste, on en reçoit de YouTube, de Spotify, de plein de plateformes, mais qui aussi donne un certain nombre d'outils marketing pour que la vie des artistes soit plus facile. En gros, bon, alors, si je suis Beyoncé, je vais pas aller sur Jamendo, exactement, parce que ça s'appelle Jamendo. Hein. Ah non, c'est Winamp. Jamendo est une filiale. C'est une filiale de qui vend à ce moment-là des chansons dans le cadre d'un usage commercial pour apporter un nouveau type de revenu à l'artiste. D'accord, donc je termine ma réflexion pour qu'on comprenne bien ce que vous faites. Je suis artiste, débutant ou confirmé, je veux créer ma propre distribution, je passe par vous, c'est ça, et vous allez me mettre en avant, c'est ça ? Alors moi je vais vous donner tous les outils pour vous mettre en avant. On va essayer de faciliter votre vie
Et en tout cas, on sait que l'ADN des artistes, c'est plutôt créer que gérer. Et donc, nous, notre travail, c'est... Mais après, il y a des gens qui viennent écouter des chansons sur Winamp. Alors, aujourd'hui, on ne s'est jamais présenté comme étant une plateforme réelle de diffusion. Ça le sera peut-être plus demain. Oui. Mais nous, notre but, c'est d'essayer que cette musique soit diffusée partout et pas uniquement dans l'univers de Winamp. On attaque le dur maintenant. Vous l'avez annoncé en ce début de semaine. Vous attaquez en justice NVIDIA pour l'entraînement de l'IA de votre catalogue musical. Alors expliquez-nous pourquoi cette posture dans ce contexte où aujourd'hui c'est vrai que l'IA absorbe tout. Et pourquoi NVIDIA? Pourquoi pas OpenAI, Anthropic, etc. Donc, en effet, c'est dans le cadre d'une société qui s'appelle Jamendo, qui possède un catalogue aujourd'hui de musique qui provient d'artistes. Il y en a près de 80 000 qui ont décidé de nous confier leur catalogue pour commercialiser la musique lorsque vous utilisez une musique dans un usage commercial. Un film sur YouTube, une publicité sur votre site web. Donc c'est pas encore une fois des stars de la chanson, etc. Ce sont des musiciens, des artistes qui ils viennent de 112 pays dans le monde. Donc enfin, ils sont plus modestes oui, tout à fait, mais aujourd'hui ça leur rapporte souvent un revenu récurrent. Et lorsque vous apportez 300 € tous les mois à un artiste d'Amérique du Sud, c'est un vrai revenu. Ça met du beurre dans les épinards, en effet. Et donc, on a participé à un projet technologique avec l'Université de Barcelone en 2021, financé par la Communauté européenne. Et ce projet universitaire avait pour but d'apporter des tags à la chanson. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez une chanson, vous connaissez le titre, l'artiste, l'année, peut-être le genre, mais ces informations ne sont pas suffisantes et nécessaires pour que la chanson soit bien référencée et qu'on puisse trouver les chansons dans un large catalogue. Et donc, on a fait ce travail et on a créé des outils d'automatisation qui permettent de créer 180 tags nouveaux. Et c'est donc des informations qui sont attachées à la chanson. Et ça, ces tags se créent automatiquement quand la chanson est diffusée ou c'est rempli à la mano? Alors, une partie est remplie à la main, complétée ou vérifiée à la main, mais la plupart des tags sont faits en effet de manière automatisée. D'accord. Où on analyse le spectre, le rythme, la voix, les instruments dominants, la positivité du morceau. Et donc de la data, beaucoup de data liée à chaque chanson. Lié à chaque chanson. Ça, c'était en 2021. 2021. Donc, ces travaux ont été publiés sur GitHub, qui est l'endroit où tous les développeurs partagent de l'information. Mais ces travaux étaient vraiment un caractère universitaire, académique, et ces travaux n'étaient pas destinés à des sociétés commerciales. En 2024, nous avons appris par des artistes qu'apparemment NVIDIA avait utilisé ce dataset pour entraîner le premier étage de software qu'ils utilisent dans leur matériel pour traiter... Coda? C'est Coda? Fugato, voilà. Okay. Donc c'est un étage, parce que lorsque vous achetez du matériel NVIDIA, vous achetez le matériel, mais vous achetez également tout un écosystème de software, écosystème, exactement. Mais je ne savais pas qu'ils s'entraînaient en récoltant de la data. Je pensais que c'était OpenAI qui faisait ça, Anthropic, Google, enfin voilà. Mais OpenAI ou Anthropic vont faire leur partie software, mais qui doit communiquer évidemment avec la couche software de NVIDIA. Et donc on a constaté cela, donc c'était clairement interdit par rapport aux licences qui avaient été déposées, et puis on est rentré... Mais NVIDIA l'a fait sans vous demander quoi que ce soit, ils l'ont fait de manière, comment dirais-je, un peu à la hussarde, quoi. À la hussarde. Alors, ce qu'on a... Mais est-ce que vous en êtes sûr de ça? Comment on arrive à savoir que NVIDIA a pompé votre catalogue? Alors c'est flagrant parce que on a récupéré des documents sur le site de NVIDIA qui expliquent comment ils ont entraîné cette partie d'intelligence artificielle, et notre dataset est dans les datasets qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire que tous les tags dont vous parliez tout à l'heure, pour chaque chanson, sont sur le site de NVIDIA. Ils expliquent qu'ils ont entraîné leur moteur pendant plus de 3500 heures avec 55 000 chansons de notre catalogue dans le but de créer leur premier étage. Mais ils citent votre catalogue? Oui, tout à fait. Ah d'accord, donc ouvertement, bien sûr.
Ils le disent. Ils le disent. Bon, j'imagine que vous avez passé un coup de fil à l'équipe de Nvidia quand même. Alors oui, évidemment, on a essayé de rentrer dans un dialogue constructif. Il ne faut pas oublier que le métier de Jamendo, c'est de vendre des licences. Oui. Et donc, nous, on n'est pas du tout opposés à l'intelligence artificielle. Mais qui est un modèle économique derrière. C'est un modèle économique et nous, ce qu'on essaie, c'est d'apporter du revenu à l'artiste. Et donc, ce dialogue, malheureusement, n'a pas abouti. Et donc, on est évidemment passé dans une mais autre... il n'a pas abouti parce que Nvidia ne vous a pas écouté, ou alors il botte en touche. C'est quoi le... Alors les discussions ont eu lieu l'été passé. Et l'été passé, lorsque vous regardez un petit peu l'histoire de l'IA, on était encore dans l'apprentissage libre, les choses doivent se partager gratuitement. Depuis, dans le monde de la musique ou ailleurs, plusieurs jugements aux États-Unis ont quand même montré que le contenu doit se payer, doit se rémunérer. Alors peut-être que le modèle aujourd'hui, il n'est pas établi. Mais la data gratuite... donc là, vous demandez quoi? En fait, qu'il y ait une juste rétribution pour vous et pour les artistes, suite, on va dire, à l'aspiration de tout ce contenu que vos artistes ont créé par Nvidia, c'est ça? Alors ce qui se passe, c'est que notre database aujourd'hui a été déposée aux États-Unis auprès du Copyright Office américain, et donc est protégée aujourd'hui par le Copyright Act américain, qui détermine les dommages en cas d'usage illicite de la database. Et ça, c'est tout le conflit que l'on a aujourd'hui devant la Cour californienne avec Nvidia. Bon, en tout cas, on va suivre évidemment les évolutions de ce procès. Merci beaucoup d'être venu dans Tech & Co sur BFM Business, Alexandre Saboudjian, pour nous expliquer tout ça. Vous êtes le directeur général de Winamp. Merci. Et voilà, ce Tech & Co est terminé en ce jeudi soir. Un grand merci d'avoir été là, de nous suivre du lundi au jeudi de 19h30 à 21h. Demain, vous retrouverez De quoi je me mail avec, je rappelle, cette interview exceptionnelle du créateur de Tetris que j'ai pu rencontrer la semaine dernière à Vivatech. Et on se retrouve dès lundi. Lundi, ce sera Frédéric Simotel aux manettes. Et moi, je vous retrouverai durant le courant de la semaine prochaine. Salut à tous et très belle soirée. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.